Aujourd'hui, votre magazine 7 Échos se penche sur la finance islamique. Elle est basée sur les principes de la charia qui imposent justice, équité et transparence. La finance islamique se distingue des pratiques financières conventionnelles par une conception différente de la valeur du capital et du travail. Ainsi, ces pratiques mettent en avant l'éthique et la morale et puisent leur source dans la révélation divine et de la sunna, tout en s'inspirant des pratiques économiques et financières à l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. J'ai autour de moi, pour parler de la finance islamique, M. Mohamedou Lamine Baké, président directeur général de l'Institut africain de la finance islamique. M. Baké, bonjour. Et M. Mansour Ndiaye, qui est expert en microfinance, expert aussi en finance islamique. Bonjour. Bonjour. La finance islamique au Sénégal, enjeux, défis et opportunités. Premier élément de réponse avec ce reportage de Malik Silla et de Sirmi Boukaka. La finance islamique occupe une place de choix dans le système financier mondial. Elle se chiffre à plus de 1600 milliards de dollars en 2012 sur le marché mondial, soit 800 000 milliards de francs CFA. En raison de cette manne financière considérable, la finance islamique n'est plus l'apanage des seuls musulmans. En effet, dans plusieurs banques occidentales, il existe des guichets islamiques. Depuis l'avènement de la Banque islamique du Sénégal en 1992 au pays de la Teranga, beaucoup de personnes s'intéressent à cette forme de finance qui repose sur les principes de la charia qui interdit le taux d'intérêt. Cependant, la finance islamique reste confrontée à un certain nombre de défis au Sénégal. Au nombre de ces défis, il y a sa vulgarisation. En effet, 32 ans après son introduction au pays de la Teranga, la finance islamique a du mal à essaimer au Sénégal. À part la Banque islamique du Sénégal, rares sont les institutions financières islamiques qui sont implantées au Sénégal. Parmi ces institutions, il y a l'expérience de la mutuelle d'épargne et de crédit islamique du Sénégal et le guichet islamique mis en place par le PAMECAS. Ces différentes initiatives gagneraient à être multipliées dans le pays en vue de servir des couches sociales démunies, ce qui contribuerait de manière efficace au développement économique et à l'allègement de la pauvreté. Pour cela, il va falloir lever le défi de la formation. C'est ce que tente depuis quelques années l'Institut africain de la finance islamique qui vient de mettre sur le marché ses premiers produits. Selon son président directeur général, M. Mohamedou Lamine Baké, l'Institut africain de la finance islamique a formé la quasi-totalité du staff de la Banque islamique du Sénégal. Un autre défi qui est de taille est l'environnement difficile marqué par une absence d'une réglementation spécifique à l'image de la loi bancaire qui régit la finance classique dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le projet de mise en place d'une réglementation sur la finance islamique au sein de l'UEMOA tarde toujours à se concrétiser en dépit des nombreux séminaires, colloques et voyages d'études des cadres de la BCEAO. Pourtant, le potentiel du Sénégal pour le développement de la finance islamique est énorme et que les principes de cette forme de finance s'insèrent naturellement aux traditions sénégalaises de solidarité et d'entraide. Des perspectives intéressantes peuvent se dessiner pour le pays de la Teranga dans le cadre de la finance islamique à l'heure du plan Sénégal émergent. En effet, avec les obligations islamiques ou soukouks et les assurances islamiques constituent une nouvelle opportunité de financement des infrastructures du pays. Pour cela, le gouvernement devra être proactif et créer les conditions d'attractivité en direction des investisseurs islamiques. Une première expérience a d'ailleurs été tentée par les autorités gouvernementales qui ont émis le 26 juin 2014 un emprunt obligataire islamique de 100 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Le gouvernement sénégalais venait ainsi de jouer un rôle pionnier dans le domaine des obligations islamiques au sein de l'espace UEMOA. Quant à l'assurance islamique, il s'agit selon M. Mohamedou Lamine Baké d'un marché vierge et une opportunité énorme pour les assureurs. En 2011, plus de 250 sociétés d'assurance ont proposé des produits conformes aux exigences de la charia et ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars, soit plus de 6 000 milliards de francs CFA. Avec les nombreuses opportunités qu'elle recèle, le Sénégal ne doit pas rater le train de la finance islamique. La finance islamique, en accord avec le droit musulman, selon de nombreux oulémas, est notamment basée sur l'interdiction de l'intérêt et la responsabilité sociale de l'investissement. L'islam interdit les transactions tant civiles que commerciales faisant recours à l'intérêt ou à la spéculation. Alors, M. Baké, sûrement on a dû vous poser la question 36 000 fois, mais je suis bien obligé de la poser pour démarrer cette émission. Concrètement, c'est quoi la différence entre la finance islamique et la finance qu'on dit classique? Comment les banques qui pratiquent la finance islamique s'en sortent sans pratiquer les intérêts? Et pour essayer de répondre à cette question, j'aimerais que vous utilisiez des exemples concrets.
Ok. Merci Boubacar, merci à Africa 7 de nous avoir reçus pour cette émission. Merci aussi de partager le plateau avec M. Mansour Ndiaye, qui est un très bon expert en microfinance islamique. Alors, je voulais tout d'abord dire que c'est une question classique, c'est une question qu'on répète tout le temps, mais c'est une question qui est légitime. Alors, la réponse concrète à cette question, c'est que les banques conventionnelles et les banques islamiques ont le même objectif de satisfaction du besoin du client. Ce qui diffère entre la finance conventionnelle et la finance islamique, c'est la manière de le faire. L'islam trouve que la manière de régler un problème à un client, que ce soit l'achat d'une voiture ou un prêt immobilier ou un emprunt obligataire, la façon de le faire n'est pas licite parce qu'il y a une partie qui lèse l'autre. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, l'islam recherche l'équité. Alors l'islam propose d'atteindre les mêmes objectifs, mais avec une manière plus éthique de le faire. Et donc la question que les gens se posent, si les banques ne gagnent pas de l'argent avec le taux d'intérêt, comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent? Oui, effectivement, ça me paraît quand même assez... Alors, je sais qu'on va aller plus loin dans les détails, mais en principe, globalement, c'est qu'il faut comprendre que l'intérêt est banni, mais le profit n'est pas banni. Ça veut dire que entre le capital et le travail, l'islam veut que le propriétaire du capital s'associe avec le travailleur et qu'ils puissent partager les profits et en cas de perte, qu'ils partagent les pertes. Donc ici, on part d'une logique d'endettement à une logique de partenariat. Ça veut dire ici, entre la banque et le client, l'islam veut que la tendance soit que les gens travaillent ensemble pour partager des profits et des pertes. Mais concrètement, aujourd'hui, j'ai une société, j'ai besoin d'acheter une machine-outil qui va me coûter 10, 15, 20 millions. Je vais voir une banque islamique. Comment ça marche? Je veux dire, elle va partager les... Vous me dites qu'elle partage les bénéfices, ça me paraît pas très... Voilà, c'est pas évident. Alors, je vais donner deux exemples. Oui. Par exemple, je suis un commerçant, j'ai un conteneur qui vient de la Chine que je dois sortir pour la Tabaski. Alors, je vais voir la banque. La banque peut me proposer, en banque conventionnelle, on me prête de l'argent, on met un taux d'intérêt. En banque islamique, on peut me proposer un produit de partenariat qui est basé sur le musharaka, peut-être qu'on aura l'occasion de développer. Et dans ce produit, il me dira, peut-être votre conteneur vaut 10 millions, et vous avez 2 millions, vous avez besoin de 8 millions pour le sortir. Ce qu'on va faire, moi je mets 8 millions dedans, tu mets les 2 millions, et à la sortie du conteneur, vous me donnez 60% du profit après vente, et je prends les 40%. Ça, c'est un type d'association entre le capital et le travail. Alors, il y a une autre manière qui est plus répandue, qui s'appelle la murabaha. C'est-à-dire qui n'est pas... C'est un produit d'achat, qui n'est pas le produit le plus populaire en finance islamique. Je m'excuse, qui n'est pas le produit le plus conseillé en finance islamique, mais c'est le produit le plus populaire parce que c'est un produit qui est très proche de la finance conventionnelle. Alors, la banque peut me dire, écoutez, votre conteneur, pour le sortir, je dois mettre 8 millions. Je vais acheter le conteneur, je vais le sortir et je vous le revends au lieu de 10 millions, à 8 millions, je vous le revends à 8 millions 500. Et donc vous vendez et vous me donnez une marge. Donc c'est des types de transactions comme ça. C'est un petit peu, quelque part, c'est un petit peu un taux d'intérêt quand même. Voilà, sur le deuxième produit... Ça n'entre pas le nom, mais bon, ça en prend la forme. Voilà, sur le deuxième produit, c'est un produit qui n'est pas l'esprit de la finance islamique, mais qui est très populaire parce que la plupart des banquiers islamiques, c'est des anciens banquiers conventionnels, et ils ont pris le produit le plus adapté. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit, c'est que le propriétaire du capital, qui est la banque, s'associe avec le commerçant, il partage les risques, parce que quand le conteneur sort, s'ils vendent sur le marché, ça peut bien se passer ou ça peut ne pas bien se passer. Et dans le cas où ça se passe bien, ils partagent les profits, et dans le cas où ça se passe mal, ils partagent les pertes. Donc ici, selon l'islam, le capital est là pour accompagner le travail dans un besoin d'investissement. Si vous allez dans un besoin de consommation, c'est vrai que c'est plus proche de la finance conventionnelle. C'est plus proche de la finance conventionnelle. Voilà, mais ce n'est pas l'esprit de la finance islamique, parce que l'idée globale de la banque... peut-être pas dans l'esprit, mais c'est dans la lettre peut-être. Mais par exemple, si vous faites un investissement sur du long terme, un investissement pour une entreprise, et comment se répartit? Je veux dire, sur une entreprise lambda, j'ai besoin d'une machine-outil qui représente un quart de mon activité. Je vais à la finance islamique. Est-ce que vous prenez un quart du bénéfice ou concrètement, vous faites comment? Alors, pour répondre à votre question, je voulais simplement dire que la différence fondamentale entre la finance islamique et la finance conventionnelle, c'est que la finance conventionnelle est en général basée sur l'endettement et la finance islamique a une philosophie qui est plus orientée vers le partenariat.
Et dans la finance, si on comparait la finance islamique à la finance conventionnelle, dans la finance conventionnelle, ce qui ressemble plus à la finance islamique, c'est le capital risque, c'est la prise de participation, c'est la finance participative. Alors tout ça pour dire que la finance islamique et la finance conventionnelle ont les mêmes objectifs de satisfaction du client. Ça veut dire que quand un client va à la banque, il veut un financement pour une voiture, pour une maison, si c'est un état pour un emprunt obligataire ou pour un conteneur. En finance islamique, la banque islamique essaie de régler le même problème que la banque conventionnelle, seulement la manière de le faire diffère. Ça veut dire que selon l'islam, la manière qui est opérée par la banque conventionnelle, bien qu'elle est légale, elle n'est pas éthique et donc n'est pas licite. Parce que, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, selon la conception de l'islam, il y a une partie qui lèse l'autre et il n'y a pas l'équité qu'il faut. Et c'est donc une manière de rendre plus éthique les transactions entre les banques et les clients. Alors donc je disais que d'abord la finance islamique, c'est une finance qui est basée sur le partenariat. L'islam veut que le propriétaire du capital et le propriétaire du travail s'associent et pour partager les profits et éventuellement les pertes. Et pour répondre à votre question plus concrètement, pour vous donner un exemple concret, si je suis un commerçant qui importe à la veille de la Tabaski par exemple, un conteneur d'habits qui vient de la Chine par exemple pour les vendre avant la Tabaski, disons un conteneur de bazin peut-être par exemple qui vient d'Allemagne, et je n'ai pas les fonds nécessaires, je vais à la banque conventionnelle pour dire je veux que vous me prêtez de l'argent, que je puisse sortir le conteneur, profiter de la fête, faire mes ventes et vous rembourser. Si vous allez dans une banque islamique, on ne peut pas vous prêter de l'argent. Parce que selon la conception de l'islam, l'argent n'a pas une valeur en soi. C'est juste un moyen d'échange. Donc on ne peut pas louer l'argent. Donc quand on vous prête de l'argent dans une banque conventionnelle, le taux d'intérêt, c'est la location, c'est le loyer de l'argent. Mais là, on ne peut pas le faire parce que c'est interdit. On n'aura peut-être pas le temps de développer pourquoi. Alors, dans ce cas, la banque islamique peut me proposer plusieurs produits, parmi lesquels un produit de partenariat, où la banque va dire, écoutez, ça coûte combien pour sortir votre conteneur? Vous dites, le conteneur, il me faut 10 millions au total, mais moi j'ai 2 millions, j'ai besoin de 8 millions. Si c'est une banque conventionnelle, il vous fait un prêt de 8 millions et vous payez avec un conteneur. Si c'est une banque islamique, il va vous dire, écoutez, on s'associe ensemble, je mets les 8 millions, vous mettez les 2 millions, donc j'ai peut-être 80% du capital, mais au final, par exemple, on peut tomber sur une clé de répartition où je vais avoir 70% de vos revenus. Et là, le commerçant va sortir son conteneur, va vendre, la banque peut-être va le surveiller parce que maintenant la banque s'associe au commerçant. On devient partenaire. On devient partenaire. D'accord. Et maintenant, si tout se passe bien, on partage les recettes. Et quand tout se passe mal, on partage les pertes. Quand tout se passe mal, exactement, on partage les pertes. Donc c'est très rapidement la différence fondamentale entre la banque islamique et la banque conventionnelle. Vous me parlez du point de vue du commerçant, mais du point de vue de l'investissement, qu'on appellerait un investissement lourd. Est-ce qu'aujourd'hui, un industriel peut trouver au niveau de la banque islamique un soutien et comment se fait la répartition, puisque vous dites que c'est un partenariat? Est-ce que la banque islamique rentre dans le capital de la société qui emprunte de l'argent dans ce cas-là? Très bonne question. En fait, il y a beaucoup plus de produits en finance islamique qu'en finance conventionnelle. Alors, comment ça marche exactement dans une banque islamique? La finance islamique, peut-être que M. Mansour Ndiaye va y revenir, c'est basé sur 5 principes. En fait, si vous parlez de l'islam, il y a deux parties fondamentales dans l'islam qui sont tirées, comme vous l'avez bien dit, dans l'introduction du Coran, de la Sunna, tout ça. Et une partie, c'est les actes de dévotion. Les actes de dévotion, on vous dit, quand vous priez comme ça, vous dites ça, ainsi de suite, c'est très précis. Et il y a les actes transactionnels. Et les actes transactionnels, dans ce qu'on appelle le vertical et l'horizontal, c'est les rapports entre les humains, les rapports entre l'environnement, les rapports entre et les choses, les marchandises, ainsi de suite. Et dans ça, c'est moins précis. Ça veut dire qu'on vous dit, il faut respecter certaines choses. Tant que vous les respectez, tout ce que vous faites est licite. Alors, le principe de la finance islamique, c'est qu'il y a 5 principes fondamentaux qu'il faut respecter, dans lesquels il y a l'interdiction de l'intérêt. Tant que je respecte ça, je peux faire ce que je veux. Alors, quand vous m'approchez dans une banque islamique, quand vous rentrez dans la banque, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez. Vous me dites, j'ai besoin de 8 millions pour sortir mon conteneur. Je vais structurer un produit par rapport à ça.
Si vous me dites, je suis la première industrie chimique du pays et j'ai un deal de 14 milliards ou de 100 milliards à traiter avec quelqu'un, je vais structurer un produit par rapport à ça, mais qui respecte les 5 principes. Si vous me dites que vous voulez acheter une voiture ou une maison, je fais la même chose. Donc, en fait, finalement, on se rend compte que dans la finance islamique, il y a beaucoup plus d'ingénierie financière que dans la finance conventionnelle. Mais là, le souci, c'est de faire en sorte de satisfaire les besoins du client en même temps, en respectant les 5 principes de la finance islamique qui font que la transaction est licite, juste et équitable. Donc, on arrive à ce qu'il n'y ait pas d'intérêt ou quelque chose qui y ressemble? Voilà, on arrive à ce qu'il n'y ait pas d'intérêt ou quelque chose qui ressemble. On arrive à ce que le secteur qu'on finance ne soit pas un secteur interdit par l'islam. Par exemple, je ne vais pas financer quelqu'un qui construit un casino ou bien qui vend de l'alcool. D'accord. On s'assure que dans la transaction, il y a un partage des pertes et des profits. On s'assure, ça c'est très important, que la transaction est adossée à un actif tangible. Ça veut dire que quand je fais de la finance islamique, je peux aller dans la banque pour financer une maison, un terrain, une transaction immobilière, une transaction industrielle, mais je ne peux pas aller à la banque pour dire j'ai besoin de 10 millions et qu'on me donne 10 millions. On ne fait pas de la finance sur du vide. Il faut que... En fait, l'islam exige que le capital finance l'économie réelle. Ah, d'accord. Là, par contre, c'est un point très important que vous venez d'introduire. Voilà. Je vais prochaine M. Mansour Ndiaye. Là, il vient d'introduire un point important, l'économie réelle. On sait que la crise que nous avons vécue était une crise des subprimes, c'est-à-dire, en fait, c'est l'économie virtuelle qui est venue impacter l'économie réelle. Est-ce que c'est pour cela qu'on dit que la finance islamique, si elle avait été instaurée, aurait protégé le monde de la crise? Oui, merci Boubacar. Je salue Lamine, mon co-débatteur, et salue également l'excellent travail qu'il est en train de faire dans le cadre de la formation, surtout par rapport à la finance islamique. Et je remercie également pour cette initiative. Alors, revenant à la finance islamique, je crois que lors de la crise internationale, du haut même de Wall Street, des voix se sont levées pour constater des faits. Que les banques, par exemple, islamiques, ont le plus, en fait, résisté à la crise. Et la notion d'actifs toxiques, qui était dans les bilans des banques classiques, que les banques ont pu transformer avec la complicité du gouvernement américain, de la Fed, donc qu'ils ont transformé en titres pour les spéculer, en fait, sur les marchés boursiers. Donc, c'est en fait des actifs toxiques, comme on les appelle, mais qui ont sabordé un peu l'économie mondiale. Donc, ce qui veut dire que le fait qu'aujourd'hui la finance islamique dise que par rapport à chaque transaction monétaire, il faut qu'il soit adossé à un actif tangible, un bien ou bien un service, nous plonge en fait dans l'économie réelle, comme le prônaient d'ailleurs les néoclassiques, les Milton Friedman dans leur théorie, même Keynes. Ils prônaient en fait cette réalité, cette notion de réalisme en fait dans l'économie, dans la création de richesses. Comme il l'a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les instruments de dette qui peuvent permettre des transactions de dette entre deux acteurs, mais les instruments participatifs qui permettent d'allier le capital, le travail pour créer de la valeur ajoutée. Prenons la vallée avec un produit salam. Salam, ça veut dire qu'un jeune, par exemple, qui est agriculteur, qui a fait la formation, mais qui n'a pas de capital, s'associe avec une institution de financement islamique qui lui donne le capital, qui travaille avec lui durant le processus, à générer, à faire une activité, à dégager une marge. Et puis, Lamine a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'en islam, ce qui est important, c'est le contrat. Donc, si les parties s'accordent que c'est 40-60, ce sera 40-60. Donc, chaque partie respecte en fait ce principe de partage. Donc, raison pour laquelle on dit partage des pertes. Mais ce qu'on ne trouve pas en fait dans les banques classiques, c'est le partage du risque au niveau des pertes. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la banque rentre toujours en fait dans ces... et se donne tous les moyens légaux en fait pour récupérer son argent. Alors que dans le système de financement islamique, comme je suis partie prenante, je travaille avec le promoteur, donc j'ai une vue sur l'activité, ça permet en fait à l'institution de dire, ah, en cas de perte, par exemple, il y a des sauteriaux, il n'y a pas la plus... On ne va pas bousculer la personne parce que l'individu ne doit pas descendre en deçà de sa dignité. Et sur l'interdiction de l'intérêt, rappelons-nous que Aristote déjà, dans les politiques, disait
on ne peut que haïr quelqu'un qui pratique par exemple de l'usure. Donc bien avant même les religions révélées, et ça je l'ai relevé en fait parce qu'il y a un très bon article en fait du docteur Laurent Loriot sur les rapports entre les religions révélées et l'argent, où il décline en fait que l'essentiel, toutes les religions révélées en fait, ont banni la pratique de l'intérêt et de l'intérêt usuraire. Et cela permet effectivement de retourner à une économie réelle, de ne pas en fait observer un phénomène de surendettement. Et le prophète alayhi salam, rappelons-nous que lors de son dernier sermon, ce jour-là, sur le mont d'Arafat, il avait dit ce jour, à partir de ce jour, j'annule tous les intérêts de la période djahilienne. Et c'est ce jour-là où il a remis les compteurs à zéro dans l'économie mecquoise pour permettre à chacun d'entreprendre. Et je crois que c'est extrêmement important dans le cadre du financement de l'économie aujourd'hui. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que cette finance islamique peut nous apporter, nous, ici au Sénégal? Quand on voit que la banque islamique est installée depuis très longtemps, elle n'a pas eu de petits frères sur la place sénégalaise, en quoi ça peut nous aider, nous, aujourd'hui, pays musulmans, à nous sortir de la situation de sous-développement chronique dans laquelle nous sommes? Alors, si je prends des chiffres, prenons par exemple les PME sénégalaises. En 2012, on nous dit que 6,4% simplement des pays et des PME en fait avaient accès au financement bancaire. Vous prenez le cas de la Moudaraba, dont parlait Lamine tout à l'heure, qui permet à une institution financière d'intégrer même le capital d'une entreprise, de rester pendant 5 ans et avec la Moudaraba dégressive, donc il peut se retirer d'année en année pour laisser à la 5e année par exemple l'entreprise au promoteur. Donc d'un point de vue de la création d'entreprise, c'est extrêmement important. C'est un important outil, un instrument en fait qui permet de créer des startups, comme on l'a vu. Les startups, j'aime à 80% des startups, ils meurent presque dans la première, deuxième année. Alors ça permet en fait à l'institution d'être là et puis de travailler sur la gouvernance, de se donner tous les moyens par rapport à la réussite de l'entreprise. Prenons aujourd'hui par exemple, on dit le retour à la vallée du fleuve Sénégal. Mais on ne va pas retourner à la vallée sans financement. Avec un produit salam, ça permettrait à des jeunes qui ont l'expertise agricole, mais de recevoir des fonds et puis à partir de là de créer de la valeur et puis de se partager les marges. Donc ça permet en fait d'entreprendre, et je le dis, c'est une grande opportunité. Surtout quand on prend les 14 instruments de financement islamique aujourd'hui. Il y a les instruments de dette, c'est vrai, qui permettent la mourabaha, qui permettent d'acheter, de vendre, etc. C'est pratiquement du commerce. Et puis les institutions qui le font, généralement, ils sont rémunérés sur la marge. Ça veut dire qu'on achète à 100, on va à 120. Ça permet à l'institution d'avoir 20 francs, par exemple, de marge. Donc c'est vraiment du concret. Ça permet à l'institution d'acheter, par exemple, un bien pour quelqu'un et puis de lui remettre ça. Le gars, il rembourse en 10 mensualités, mais ce sera 120 au lieu de 100. Mais d'un point de vue des instruments de participation, et nous avons entendu des voix même au niveau du patronat, Baïdi Agne l'a dit, mais aujourd'hui la finance islamique dans toutes les parties du monde se pose comme un instrument extrêmement puissant de financement aujourd'hui des PME et des très petites. Alors, Monsieur Mbacké, c'est un monde idyllique que vous me décrivez, chacun son tour. Alors pourquoi au Sénégal ça ne fonctionne pas? Pourquoi au Sénégal il n'y a qu'une seule banque islamique? Pourquoi au Sénégal on a fait notre première émission sur le financement des PME? C'est extrêmement compliqué pour elles d'avoir des financements. Visiblement, soit elles ne se tournent pas vers vous parce que par manque d'information, ou tout simplement elles n'ont pas envie. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Donc pourquoi aujourd'hui la finance islamique telle qu'on nous l'a décrit ne fonctionne pas dans ce pays sous-développé qui a autant besoin d'investissement? On fait toujours appel à l'extérieur pour ça. Voilà. Merci Boubacar. En fait, je dois dire qu'on a fait de grands pas. Le Sénégal, je pense, a fait de grands pas depuis 2010, quand l'Institut africain des finances islamiques avec la banque, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, avait organisé le premier forum sur la finance islamique, où il y avait le président de la BID, toutes les autorités. Je pense que depuis lors, on a fait de grands pas. Alors, maintenant, je pense que ce n'est pas suffisant, parce que je pense qu'il y a une très forte demande de la population. Il y a un très faible taux de bancarisation. Dans ce taux de bancarisation, il y a une bonne partie de la population qui ne veut pas aller dans la finance conventionnelle. Il y a une très grande partie de la population aussi qui est dans la finance conventionnelle, mais qui n'est pas satisfaite, qui, si elle avait le choix, irait plus dans les banques islamiques. Mais il y a beaucoup de facteurs. On a beaucoup parlé du facteur de la réglementation. Et je pense que... Qui est inexistante. Donc ça veut dire que vous êtes un petit peu dans... Je ne dirais pas qu'elle est existante, parce que par exemple le Sénégal, lui et moi, avait accordé la possibilité, contrairement à beaucoup de pays, même occidentaux maintenant, qui sont très avancés dans le domaine,
depuis 1982 la licence à la Banque islamique du Sénégal pour s'installer. Et donc, je pense qu'on fait des pas. Bon, je pense que globalement, le plus grand problème se résume au manque d'experts. Parce qu'en fait, pour changer la législation, il faut avoir les bonnes personnes à la Banque centrale, malgré qu'elle fait des formations. Je pense qu'il faut des gens qui comprennent le système de la Banque centrale, le système bancaire, et qui maîtrisent les principes de la finance islamique. Pour faire avancer les produits, pour que les gens répondent au niveau des populations, il faut que dans les banques, qu'il y ait des experts en finance islamique qui puissent développer ces produits. La BIS est en train de le faire, on est en train de les former. Mais par exemple, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de banques sur la place qui reconnaissent la demande, qui veulent s'engager dans ce domaine, mais qui n'ont pas l'expertise. Et je pense que ça va prendre un peu de temps, ils ont des projets. Il y a beaucoup aussi de personnes privées qui ont des initiatives pour monter des banques islamiques, mais je pense que la ressource rare, c'est l'expertise. Peut-être que quelqu'un comme moi, Sonia, ou quelqu'un comme moi a passé beaucoup d'années à étudier la finance islamique, à travailler là-dessus. Mais je pense que, comme je l'avais dit dans un article il y a 2 ans, il faut former une masse critique d'experts venant du gouvernement, des régulateurs, venant du secteur privé, venant des marchés financiers, ainsi de suite, en finance islamique, des personnes qui ont déjà une bonne base en finance conventionnelle, qui sont professionnelles, pour pouvoir pousser le secteur. Alors, juste, il ne reste plus beaucoup de temps pour l'émission. Je voudrais quand même poser une question. Est-ce que quand même on n'est pas dans un effet de mode ou bien dans un prosélytisme religieux que tout le monde en ce moment, un repli identitaire, voilà, on est musulman, fier d'être musulman, donc il nous faut des produits musulmans. Est-ce qu'on est concrètement dans un véritable besoin de pouvoir, grâce à la finance islamique, voir son niveau de vie s'améliorer? Oui, moi je pense que je ne pourrais pas dire que c'est un effet de mode, parce que le besoin aujourd'hui, il est là. Alors moi, j'ai une expérience de 15 ans dans la microfinance, mais j'ai vu les limites, et c'est ce qui m'a projeté en fait dans cet univers de la finance islamique, pour trouver une alternative par rapport déjà au taux d'intérêt. Regardez, il n'y a pas un projet qui donne un taux de rentabilité interne qui dépasse 24%, qui est le coût global effectif, le taux global effectif, c'est-à-dire le coût du crédit aujourd'hui dans la zone UEMOA est de 24%. Les institutions vont jusqu'à 24%. Mais il n'y a pas un projet qui génère 24% par exemple de taux de rentabilité interne. Ça veut dire qu'il y a problème. Et on ne peut pas continuer comme ça. La question du taux d'intérêt a fait usurpation sous le mandat d'Abdoulaye Wade. Je me rappelle de tout ça. En Afrique au sud du Sahara, les taux d'intérêt des pays, par exemple, comme la RDC, ont aujourd'hui des taux d'intérêt de 62%, le coût du crédit. Donc aujourd'hui, en bannissant ce taux d'intérêt et en revenant à une approche beaucoup plus équitable, mais ça permet de niveler, on parle d'éducation financière, on parle de négociation financière, mais de niveler les relations entre les promoteurs et cette façon de faire aujourd'hui l'économie, c'est-à-dire la finance classique de façon générale. Pour que ce ne soit plus entre les mains des banques qui font de gros bénéfices, mais que la population continue à être pauvre. Que les banques puissent se consacrer au financement de l'économie. Donc aujourd'hui, il y a un réel besoin, mais comme l'a dit Lamine, je crois qu'il faut qu'on arrive à une masse critique, mais également à une volonté politique. Et c'est extrêmement important, c'est là où on attend également le Sénégal. Je crois que tous les pays de la sous-région, même de l'UEMOA, disent qu'ils attendent le Sénégal, le Bénin, le Togo. Il y a eu des expériences. Je viens de Djibouti, où il y a une expérience d'unité pilote de la microfinance islamique. Et c'est au niveau basique où il faut commencer, dans des zones très pauvres, en montant dans l'échelle, comme l'avait fait Mohamed Younous en son temps, en montant en échelle, en finançant des montants ou bien des entreprises en fait de plus en plus complexes. Et je pense que c'est une réelle opportunité. Si on règle effectivement cette question de la réglementation, le Maroc aujourd'hui a validé sa réglementation. Il y a une dynamique extrêmement puissante. J'ai assisté récemment à un colloque où des jeunes Marocains sont en train de soutenir des thèses sur la finance islamique, sur la comptabilité des institutions financières. Et c'est ça qui permettra de créer une industrie qui sera à la mesure aujourd'hui des besoins, comme l'a dit Lamine, en matière de finance ou bien de pratiques financières dans notre pays. Alors justement, je vais terminer par vous. Est-ce que ce n'est pas un effet de mode quand même? Non, je ne pense pas. La première raison, c'est comme l'avait dit tout à l'heure Mansour, la crise de 2008 a révélé des failles énormes du système financier conventionnel. Et je pense que la crise des subprimes, comme on l'a dit aux États-Unis, c'est une crise, je ne sais pas, vous savez mieux que les États-Unis, c'est une économie libérale.
quand dans une économie libérale, la crise est tellement profonde que le gouvernement américain prend l'argent du contribuable du public, pour le donner à des entreprises privées, à des banques ou à Detroit pour qu'ils se relèvent, c'est terrible. Alors, ce qui s'est passé, ils ont vu, comme l'a dit tout à l'heure Mansour, que les banques islamiques sont sorties indemnes de la crise. Ils ont vu aussi que toutes les recommandations qu'ils avaient faites pour que cela ne se passe plus jamais, c'est inclus dans le système de fonctionnement normal de la finance islamique. Quand on applique la finance islamique, on ne fait pas du n'importe quoi, après on revient pour proposer une responsabilité sociale de l'entreprise, ainsi de suite. Tout est intégré. Alors, si je vous suis, la finance islamique, c'est une vraie, vraie bonne opportunité. Écoutez, je vais vous dire, hein, je vais vous dire que je viens la semaine dernière des États-Unis, où j'étais invité par l'université où j'avais fait mon MBA il y a 20 ans, pour animer une conférence sur la finance islamique. Et ils ont pris tous les frais. Et si j'avais dit Londres, peut-être qu'il n'y aurait pas de surprise, parce que David Cameron a dit carrément qu'il positionne l'Angleterre comme la capitale de la finance islamique dans le monde, pas dans l'Europe, dans le monde. Mais les États-Unis, vous savez la réputation de l'islam. Oui. Quand on parle islamique, c'est... Mais maintenant, quand les Américains commencent à nous inviter, à s'intéresser à la finance islamique, vous savez qu'ils sont d'une vraie alternative. D'accord. Merci beaucoup, merci Monsieur Baquet. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions-là. C'est la fin de la première partie de cet écho. On se retrouve tout de suite après. Lors d'une déclaration faite le vendredi 30 janvier 2015 à l'Assemblée nationale, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, a recommandé aux autorités gouvernementales d'accélérer la croissance du Sénégal. Selon elle, les fondations de la croissance ont certes été posées, mais celle-ci n'est ni vigoureuse ni suffisamment bien partagée pour libérer le potentiel du pays, réduire sensiblement la pauvreté et assurer un avenir meilleur aux jeunes Sénégalais. Pour accélérer la croissance, la directrice du FMI a évoqué un certain nombre de pistes. Selon elle, le Sénégal doit s'inspirer de l'expérience des pays qui ont réussi à pérenniser leur décollage économique. Elle a à ce titre mentionné 3 enseignements à tirer de ces pays. Il s'agit premièrement de mettre l'accent sur une gestion budgétaire prudente et la stabilité macroéconomique comme l'Inde, la Guyane, l'île Maurice, l'Ouganda et le Cap-Vert qui ont amélioré la qualité de leurs dépenses publiques, particulièrement l'investissement public. Le deuxième enseignement, selon Mme Lagarde, est l'accroissement des exportations en s'ouvrant à l'investissement direct étranger. Le dernier enseignement consiste à renforcer les institutions et développer le capital humain. Le nombre total de passagers enregistrés à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor durant l'année 2014 a connu une baisse de 1,1% comparée à l'année 2013. Selon la direction de la prévision et des études économiques qui se base sur les données de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ces passagers sont passés de 1 923 319 en 2013 à 1 902 871 en 2014, soit une baisse de 20 448 passagers en valeur absolue. Les départs de passagers en 2014 se sont élevés à 856 545 contre 855 602 pour les arrivées et 190 724 pour les passagers en transit. Quant au mouvement des aéronefs, il s'est établi à 33 407 avions en 2014 contre 32 628 en 2013. Le tonnage de fret transporté par les avions est passé de 28 022 tonnes en 2013 à 31 178 tonnes en 2014, soit une progression de 11,3%. Depuis le 1er janvier 2015, le Swaziland, la Gambie et le Sud-Soudan ne bénéficient plus des avantages commerciaux au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, selon le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement basé à Dakar. Bien qu'aucune raison spécifique n'ait été identifiée dans la déclaration officielle concernant l'élimination de la Gambie et du Sud-Soudan de l'AGOA, diverses sources attribuent leur exclusion à des violations des droits humains et à l'instabilité politique dans ces pays, note le CACID. En vigueur depuis 14 ans, l'AGOA accorde un accès au marché américain en franchise de droit à 6 400 produits provenant de 40 pays. Elle arrive à expiration le 30 septembre 2015. Les États-Unis déterminent tous les ans si les pays ont respecté ou non les critères d'éligibilité énoncés dans l'AGOA. Le président américain déclare les pays éligibles s'ils sont déterminés à remplir les conditions ou s'ils font des progrès continus dans ce sens. Les critères d'éligibilité à l'AGOA comprennent la protection des droits des travailleurs, des droits humains ou de la sécurité.
L'interdiction de l'importation de véhicules de plus de 8 ans au Sénégal. Quel est l'impact économique de cette mesure 2 ans après? Et qu'en pensent les vendeurs de véhicules? C'est le thème du focus de ce numéro de cet écho. En avril 2012, le président Macky Sall avait fixé par décret à 8 ans au lieu de 5 la limite d'âge pour l'importation au Sénégal des véhicules d'occasion. Près de 3 ans après, il n'existe pas encore officiellement au niveau du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement une étude sur l'impact de cette mesure sur l'économie nationale. Mais le marché des voitures d'occasion connaît un regain de dynamisme, l'accès à un véhicule devenant moins cher qu'auparavant. Les prix moyens affichés par les vendeurs tournent autour de 2 à 3 millions de francs CFA selon le type de véhicule contre 6,10 ou 15 millions de francs CFA hors taxe pour un véhicule flambant neuf sorti chez les concessionnaires. Si du côté des importateurs de voitures d'occasion on se frotte les mains, il ne va de même chez les concessionnaires de véhicules neufs. Selon des données de l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal, UPIC, la vente de véhicules particuliers a enregistré une baisse de 469 voitures entre 2012 et 2013, passant respectivement de 1886 à 1424 unités. En revanche, la vente des pick-up 4x4 a enregistré une augmentation avec 1673 unités en 2013 contre 1637 en 2012. Il en est de même pour les véhicules utilitaires PTR supérieurs à 3,5 tonnes qui sont passés de 108 unités en 2012 à 125 en 2013. Le même constat est à faire concernant les fourgons et fourgonnettes dont les immatriculations ont légèrement évolué de 178 à 180 unités. Du côté de l'État, l'allongement de l'âge d'importation des véhicules d'occasion constitue une aubaine car se traduisant par plus de recettes douanières. Lors de l'entrée en vigueur du décret de 2012, la douane a perçu en droits et taxes sur 3 mois seulement plus de 3 milliards de francs CFA suite au dédouanement de 2800 véhicules de moins de 8 ans. Le plus grand bénéficiaire de l'allongement de l'âge limite d'importation des véhicules d'occasion est le Sénégalais moyen. La mesure a permis de conserver son pouvoir d'achat qui s'est progressivement dégradé au fil des années à cause de la crise économique. En outre, le parc de véhicules a été renouvelé alors que 3 ans auparavant, il était stationnaire, poussant alors les titulaires de bagnoles usagées à les retaper faute de moyens pour les changer. Cependant, contrairement aux Sénégalais plus nantis qui peuvent s'adresser aux concessionnaires, l'acquéreur de véhicules d'occasion ne dispose pas de la garantie du constructeur. Les éventuelles anomalies ou pannes seront entièrement à ses charges. À cela s'ajoute l'absence d'un service après-vente contrairement aux véhicules achetés chez les concessionnaires. Un aspect important de l'allongement de l'âge limite d'importation des véhicules d'occasion est l'impact négatif sur l'environnement. En effet, les véhicules usagés contribuent en grande partie aux émanations de gaz à effet de serre provenant des pots d'échappement. Ce phénomène est perceptible lors des embouteillages dans les différentes artères des centres urbains du pays. La persistance de la pollution depuis plusieurs années démontre l'insuffisance des mesures et la sous-estimation de l'ampleur du phénomène par les autorités. Pourtant, celle-ci, à travers l'article L3 de la loi numéro 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement, se fixe comme objectif d'établir les principes fondamentaux destinés à gérer et à protéger l'environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser rationnellement l'exploitation des ressources naturelles, de lutter contre les différentes sortes de pollution et nuisances et d'améliorer les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre de leurs relations avec le milieu ambiant. Au plan sanitaire, les conséquences de la pollution occasionnée par les voitures d'occasion sont énormes et incalculables. Rappelons que les gaz dégagés par ces véhicules sont toxiques et peuvent provoquer des maladies graves comme les complications respiratoires, les irritations oculaires ou les cancers qui sont les véritables préoccupations de santé publique au Sénégal. Décryptage aujourd'hui se propose de se pencher sur les titres de propriété immobilier. Quelle différence y a-t-il entre un titre foncier et un permis d'occuper? Au Sénégal, le législateur a aménagé plusieurs régimes de propriété immobilière en faveur du citoyen. Les plus courants sont le titre foncier, le permis d'occuper et le bail. Le titre foncier est un document donnant à la personne au nom de qui il est établi la pleine et entière propriété individuelle sur un terrain. Il a une grande valeur économique en ce sens qu'il peut faire l'objet de transactions en servant ainsi de garantie à un prêt. C'est de là que le titre foncier est de loin préféré aux autres titres de propriété par les banques et établissements financiers.
Parmi ces titres, il y a le permis d'occuper ou autorisation d'occupation qui donne à son titulaire, personne physique ou morale, le droit d'occuper légalement un terrain appartenant à l'État dans les zones non encore dotées d'un plan d'urbanisme ou dont le plan d'urbanisme doit être révisé dans un délai rapproché. Une fois le permis d'occuper délivré, l'intéressé doit mettre le terrain en valeur et payer une redevance annuelle. De plus, depuis le décret 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du domaine de l'État, les titulaires de ces titres devraient les transformer sans délai en titres fonciers ou en baux emphytéotiques, c'est-à-dire en baux d'une durée allant de 50 à 99 ans. Devant la non-matérialisation de cette mesure, il s'en est suivi une situation juridique inextricable qui a eu pour conséquence de transformer les bénéficiaires de ces documents en véritables occupants sans titre. En plus de cela, il a été noté que les titulaires de ces titres administratifs s'en sont fait accommoder du fait de la longue pratique des dix titres qui les a amenés à les considérer comme conférant d'une propriété pleine et entière de la parcelle, d'autant qu'aucune redevance ne leur était réclamée pour occupation du domaine de l'État. Ce sentiment est renforcé par la simplicité du permis d'habiter et de sa procédure sommaire de vente. Les mutations de permis d'habiter se faisant quasiment sans formalité, ce qui cadre parfaitement avec les pratiques du secteur informel, qui constitue la sphère professionnelle de la plupart des bénéficiaires de ces titres. Ces raisons ont poussé le législateur, à travers la loi 2011-06 du 30 mars 2011, à permettre aux détenteurs de permis d'occuper à les transformer gratuitement en titres fonciers, ce qui confère une plus grande sécurité juridique aux détenteurs de ces titres. Le permis d'occuper est toutefois à distinguer du bail, qui est destiné essentiellement à favoriser la réalisation d'investissements à usage agricole, la construction de bâtiments à usage industriel ou commercial, la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte. L'attributaire est obligé de mettre le terrain en valeur dans un délai de 24 mois. Ingénieur génie civil, dans quel domaine évolue-t-il? Quelles sont ses prérogatives? Toutes les réponses dans le métier de cet écho. L'ingénieur en génie civil a pour mission de développer les infrastructures d'une localité, région ou pays. À ce titre, il est chargé de concevoir des ponts, barrages, bâtiments, routes, tunnels, entre autres. L'ingénieur en génie civil réalise également des aménagements liés à l'eau ou à l'énergie. L'ingénieur en génie civil réalise des études d'avant-projet. Il étudie par exemple l'impact des constructions prévues sur l'environnement et sur l'économie de la localité concernée. À partir de ces conclusions, il valide ou non la faisabilité du projet. Il est ensuite chargé de réaliser des calculs mathématiques pour permettre la conception ou la réfection de certains ouvrages. Enfin, il peut gérer l'exécution des travaux et élaborer les programmes d'entretien de ces ouvrages. Mon métier consiste un peu en gros comme tout ce qui est bâtiments, travaux publics, ouvrages d'art, hydraulique et route. Donc, je suis sorti de l'ESP comme ingénieur en génie civil. L'ingénieur en génie civil peut être un travailleur indépendant ou exercer dans un bureau d'études, une entreprise de construction, une entreprise industrielle ou une administration publique chargée d'infrastructures civiles. Travaillant depuis son bureau, l'ingénieur en génie civil a la possibilité de se rendre sur le terrain pour observer et s'imprégner des sites sur lesquels les infrastructures sont prévues. C'est un peu général le génie civil, mais bon, il faut d'abord être à l'intérieur pour savoir que c'est vaste. C'est pas seulement que construire. Les branches, il y a ce qu'on appelle le gros œuvre, il y a le second œuvre, donc il y a l'électricité à l'intérieur, il y a la plomberie, donc il y a beaucoup de choses. Il y a la menuiserie, donc tout ça, on appelle ça le second œuvre. Appelé à aménager l'environnement afin de protéger les populations et les infrastructures existantes des catastrophes naturelles, l'ingénieur en génie civil doit être extrêmement vigilant lorsqu'il prend la décision de bâtir un ouvrage. À ce titre, il doit être cultivé. Rien ne doit lui échapper. Les données géographiques d'un site, les données économiques, humaines, sociales, mais aussi politiques. C'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant parce qu'on aide les gens à être à leur bien-être. Donc, quand on construit à quelqu'un une belle villa, donc c'est pour son bien-être. Il y a aussi pour les routes aussi, donc vous voyez, l'autoroute à péage et tout ça, ça contribue au bien-être.
Au Sénégal, l'ingénieur en génie civil est un diplômé de niveau Bac+5. Le diplôme est délivré par des écoles publiques reconnues et agréées par l'État et qui dépendent de l'université même si elles sont autonomes. Parmi elles, il y a l'école polytechnique de Thiès qui est la principale école de formation des ingénieurs en génie civil. Cette école a une vocation régionale tout comme l'école supérieure polytechnique de Dakar. L'école polytechnique de Thiès, fondée en 1973, délivre un diplôme d'ingénieur de conception reconnu sur le plan international. La durée des études est de 5 ans, dont 2 ans pour le tronc commun et 3 ans de spécialisation. En plus de la formation scientifique et technique, plusieurs cours destinés à faciliter l'intégration du jeune ingénieur dans la vie professionnelle sont dispensés notamment en technique d'expression, gestion des projets, économie, mais également en administration des entreprises. L'école polytechnique de Thiès a mis sur le marché près de 1000 ingénieurs de conception formés en génie civil et électromécanique. Il y a tellement de travaux à travers l'Afrique, donc on est en retard par rapport aux autres continents, donc on doit se rattraper. Donc j'invite à tous les jeunes africains à venir ces métiers. Bon, c'est pas facile parce que tout le monde le sait, c'est scientifique, mais bon, faut se battre, avoir sa place. Nous voici déjà à la fin de cette émission 7 Échos. J'en profite pour remercier l'équipe d'Africa 7 qui m'a accompagné sur ce plateau qui se trouve au cœur de l'école Supimax, que je remercie aussi. Nous allons nous quitter avec cette rubrique 5 questions A. En fait, nous allons découvrir une autre facette d'une personnalité économique. Au revoir. Top, c'est parti. Êtes-vous lève tôt ou tard? Je me lève très tôt. Qu'est-ce qui prend plus de place dans votre vie, la famille ou le travail? Et le travail, malheureusement. Que représente la réussite pour vous? La réussite représente pour moi si j'arrive à faire quelque chose de bien, d'utile à la communauté. Sinon, il n'y a pas de réussite. Je ne me vois pas, je vois l'environnement. Quel était votre rêve d'enfant? Devenir évangéliste. Dernière question, quelle est votre attitude envers vos employés? Êtes-vous rigoureux, dictateur ou social? Je suis rigoureux. Des fois, ils disent que je suis dictateur. Social, je pense oui. Nous avons terminé. Vous avez fait 47 secondes. Mais bravo, vous avez réussi. Merci beaucoup. Merci.